Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes un amoureux de toutes les formes de musique, des partitions classiques à la musique des mots. Vous aimez aussi la nature avec ses jardins naturels, pas aussi extraordinaires que votre vie, que vous racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour. Alors ce livre, Ma vie extraordinaire chez Gallimard, on va en parler car c'est une autobiographie, mais en même temps avec des tas d'allusions différentes. On va en parler. Mais le principe de l'émission des clés d'une vie, avant de parler de votre livre, c'est de parler de votre vie. Et de votre vie extraordinaire justement, avec des dates. Et la première que j'ai trouvée, ça vous dira forcément quelque chose, et un son va vous le confirmer, c'est le 23 décembre 1953. La décision est enfin acquise. Ont obtenu Messieurs René Coty, 477 suffrages. René Coty devient président de la République ce jour-là, et c'est un grand jour pour votre famille, Benoît Dutertre. Mais oui, et pourtant ça n'a pas été facile. Vous savez qu'il a été élu au 13e tour de scrutin. Gaston Monnerville devait être élu et ça n'a pas marché. Oui, d'autant plus que vous savez, Gaston Monnerville était d'origine guyanaise. Oui. On était dans un autre monde. Il était président du Conseil de la République ou du Sénat, mais voilà, il fallait que ce soit un Français de souche, comme on disait, qui puisse prétendre à la présidence de la République. Et René Coty a été élu après un très long processus à Versailles par le Congrès réuni, comme c'était l'usage à l'époque. Et donc voilà, c'était mon arrière-grand-père. Moi, j'étais pas encore né, hein. Mais disons que ma mère, ses sœurs, ses cousines, parce que c'était que des filles quasiment, qui étaient les petites filles du président Coty, se sont trouvées du jour au lendemain à la une de l'actualité, des magazines. C'était des jeunes filles charmantes de l'époque. Alors voilà, toute la famille comme ça est entrée dans la lumière. Et il y avait un jeune journaliste qui a été le premier à savoir que René Coty devenait président, c'était Philippe Bouvard. Il est allé voir sa femme, Germaine. Il lui a annoncé la nouvelle, elle ne le savait pas. Elle a eu cette réplique: ah, quand le pauvre, j'avais préparé une tarte aux pommes, il ne pourra même pas la manger. Je crois que c'était une femme très sympathique. Moi, j'ai pas connu Germaine Coty, mon arrière-grand-mère, parce qu'elle est morte relativement vite, parce qu'elle est morte pendant la présidence. Oui, ce qui a été un drame national. Un drame. Je crois que pouvoir dire sans aucune fierté excessive familiale que ça a été la première dame de France la plus populaire Tout à fait. de l'histoire de la République. Mais je crois, enfin d'après ma mère, qui adorait sa grand-mère, c'était une femme vraiment, qui pourtant d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, elle venait plutôt de la haute bourgeoisie. Son père était armateur, etc., mais qui avait un côté très simple, très naturel, qui aimait la vie concrète, qui s'intéressait aux gens, qui voulait marier les gens, leur faire de la bonne cuisine, etc., etc. Alors, vous aviez 2 ans quand René Coty est venu dîner chez vos parents au Havre, je crois. Au Havre, vous êtes né, vous avez grandi, Benoît Dutertre. Oh bah, il est venu souvent, oui, enfin c'était la famille. Alors, c'est que, en fait, ce qui se passe avec l'histoire des 2 ans, c'est que, en réalité, moi je suis né le 20 mars 1960. Et René Coty était né le 20 mars 1882. Donc, parmi tous ces arrière-petits-enfants, j'ai eu le privilège d'être celui qui était né le même jour. Donc, effectivement, j'ai pour mes 2 ans, notamment, des quantités de photos d'anniversaire où on est côte à côte, lui avec une pièce montée de 80 bougies, moi avec une petite pièce montée de 2 bougies. Et c'est sorti dans des journaux à l'époque. Voilà, j'ai eu ce rapprochement involontaire avec mon illustre aïeul très tôt. Alors, Le Havre, où vous avez grandi, on ne le sait pas, mais c'est l'une des villes de province les plus représentées au cinéma. Par exemple, Quai des Brumes a été tourné là-bas, et Le Cerveau de Gérard Houry. C'est vrai, énormément. Sans oublier alors les quantités de films qui, à un moment donné, il y a notamment, oui, des comédies, des polars, des de Funès, tout ça qui se termine sur les quais de la Transat, parce que le Havre de l'époque, c'est encore quand même le Havre des paquebots, de la ligne Paris-New York. Il y a souvent des romans qui, à un moment donné, nous amènent sur ce quai Johannes Couvert, qui était le grand quai d'où on partait vers l'Amérique, évidemment. Et alors, Le Havre, il y a la ville et le port, et c'est François Ier qui est à l'origine de tout ça. François Ier qui a donné son nom à un collège où vous avez fait vos études. Exactement. Enfin, le lycée François Ier, oui. plus précisément, qui était le grand lycée du Havre, où Jean-Paul Sartre a été professeur d'ailleurs, où j'ai commencé mes études de 6e. Puis après, un peu malgré moi, mes parents m'ont envoyé dans une école catholique. Moi, je serais bien resté à François Ier, mais enfin, c'est comme ça dans la vie. Mais en tout cas, j'ai un grand attachement à cette ville où j'ai grandi. Que j'adorais pas forcément quand j'y vivais en réalité, parce que le Havre, pour moi, c'est
aussi beaucoup de souvenirs d'enfants de ces grandes avenues modernes, très larges, battues par le vent, par la tempête, parce qu'il pleut souvent quand même. C'était un côté un petit peu ingrat, mais en même temps, il y avait une poésie du Havre liée à la présence de la mer, liée à l'immensité du port, de ses bassins, de ses activités, liée à la Normandie toute proche. Il suffit de sortir pour être à Étretat ou à Honfleur, etc. Donc il y a quelque chose de fort et de marquant au Havre. Et je dirais que plus je m'en suis éloigné géographiquement, plus je l'ai aimé dans mon cœur. Voilà. Alors, au départ, Benoît Dutertre, vous auriez dû faire des études de médecine. Et puis, ça. Je voulais ma mère, comme son père. Voilà. Et puis, vous avez choisi musicologie. Oui, ça a été la passion de mes années de première terminale, assez précisément. Tout d'un coup, il n'y a plus qu'une chose qui m'intéressait, c'était l'art et la littérature. Voilà, la poésie, les romans, l'art moderne, les surréalistes et la musique que j'ai découvert avec avidité, Stravinsky, Debussy, Bartók, Ravel. Tout d'un coup, il n'y a plus que ça qui m'intéressait. Alors, je savais déjà que je voulais être écrivain. Je crois que depuis l'âge de 12-13 ans, j'ai toujours su que je voudrais être écrivain, mais j'avais cet amour de la musique et j'ai décidé finalement, effectivement, de faire des études de musicologie. Ouais. Vos parents l'ont accepté? Ouais, ça a été pas immédiat, mais enfin, ça s'est pas trop mal passé quand même. Et ça vous a permis de rencontrer des musiciens qui sont quand même moins connus du grand public qu'on peut l'imaginer, comme Stockhausen, voilà, qui a été le spécialiste de la musique électroacoustique et spatiale. Absolument. Qui a créé des œuvres monumentales et qui est parodié par Claude Rich dans Les Tontons Flingueurs. Où à un moment, on voit une scène où je vois très bien. Voilà. Et je crois que Jean-Michel Jarre s'est inspiré de ce musicien aussi. Oui, ça a été un des maîtres de l'avant-garde avec Boulez, Xenakis, Berio. Alors, c'est parce que moi, dans ma jeunesse de mes 17-18 ans, je n'avais qu'une passion, c'était l'avant-garde. Je voulais être d'avant-garde, tout ce qui était d'avant-garde me fascinait. Par la suite, j'ai beaucoup évolué et on en parlera peut-être, mais j'ai au contraire émis des discours assez critiques contre cette avant-garde qui était un peu sectaire et souvent un peu rasoir à écouter, il faut dire la vérité. Mais voilà, dans l'enthousiasme de la découverte, j'étais passionné par tous ces musiciens hyper modernes, dont Stockhausen, avec qui j'ai fait un stage effectivement à Aix-en-Provence, Xenakis que j'ai rencontré à ce moment-là, et Ligeti, que je mettrais peut-être au-dessus des autres. Oui. Voilà. Xenakis qui a été le premier Européen à utiliser un ordinateur pour composer de la musique. C'est ça, parce qu'il avait une idée très intéressante. Xenakis, il voulait recréer avec la musique l'effet des mouvements de foule ou des chants de cigales dans l'été, vous savez. C'est ces milliers de bruits qui s'additionnent et qui créent une espèce de bruit global. Alors, il calculait tout ça avec des ordinateurs, c'était la base de sa musique. Ça avait un côté assez fascinant, mais bon, il faut bien avouer qu'on n'a pas envie d'écouter ça tous les soirs non plus. Pas vraiment. Comme Pierre Boulez, que vous avez adoré, et puis vous avez dit que c'était une imposture, Benoît Dutertre. Oui, je dirais dans le cas de Boulez, surtout ce qui m'a agacé, c'était d'abord son sectarisme d'une violence inouïe. Je veux dire, tout ce qui n'allait pas dans sa direction était à jeter, à balancer aux ordures. Et il a fait beaucoup de mal à beaucoup de compositeurs qui avaient du talent. Et puis ensuite, ce snobisme qui s'est construit autour de lui. La France ne vivait que pour la gloire de Pierre Boulez, avec des moyens financiers, étatiques énormes. Pour un projet artistique, il faut bien le dire, n'a pas quand même donné des merveilles. Donc il y avait ce mélange, voilà, d'espèce de grande puissance, de snobisme et en même temps de mépris pour beaucoup d'artistes qui me l'a rendu très antipathique. Et j'ai écrit un livre plus tard qui s'appelle Requiem pour une avant-garde, qui m'a valu beaucoup de polémiques, mais qui au moins a jeté le pavé dans la mare de l'art contemporain. Alors, vous obtenez donc une licence en musicologie et puis vous devenez prof de piano. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre solution au départ, Benoît Dutertre. C'est-à-dire que, oui, vous savez, je suis monté à Paris, comme on dit, quand on a grandi en province, même si on est de la famille d'un président, on monte à Paris, surtout quand on veut devenir artiste, on fait son expérience, et voilà, effectivement, il fallait bien que je gagne un peu d'argent. J'ai joué dans des spectacles, j'ai joué dans des cours de danse, j'ai joué dans des studios d'enregistrement, mais il faut bien le dire, la base prosaïque, c'était aussi simplement donner des leçons de piano, et des choses comme ça, voilà, pour arrondir mes fins de mois. Il n'y avait pas de, vous savez, il n'y avait pas de salaire minimum pour les étudiants. Enfin, il n'y en a toujours pas, mais maintenant, aujourd'hui, on voudrait en faire pour toute la jeunesse. Mais non, c'était pas si facile que ça. Mais... Et il y a quand même une chanson qui vous doit beaucoup. Paris Latino par Bandolero.
écrite par les frères Carlos et José Pérez, qui a été reprise par Star Academy. Ouais. Et ben, le clavier, c'est vous. C'est moi qui joue le clavier effectivement dans Paris Latino. C'est comme je vous disais, je faisais 1000 choses à côté des cours de piano, notamment les studios d'enregistrement. Et j'ai rencontré les frères Pérez, je sais plus comment, dans les nuits parisiennes. Eux venaient d'un groupe punk et ils avaient l'idée de lancer un tube un peu latin, disco, enfin mélangeant un peu toutes ces influences. Et comme moi j'étais un pianiste plutôt classique, ça les a impressionnés un petit peu. Et ils m'ont demandé si je voulais participer à l'enregistrement. Et c'est moi qui ai effectivement joué toutes les parties de clavier dans leurs différents disques, mais notamment dans ce qui est devenu un tube énorme. Je vais vous dire, ça a dû me rapporter peut-être 300 francs, je crois, parce qu'il n'y avait pas de droit d'interprète à l'époque. Oui. Hein. Il y avait des droits pour les auteurs. La loi Langue est arrivée juste après. Mais bon, voilà, c'est un truc qui reste comme ça dans les mémoires, en tout cas. Et vous avez aussi été à Nanterre au Théâtre des Amandiers, théâtre d'avant-garde. Voilà, je jouais dans des spectacles de théâtre musical avec un type qui s'appelait Norbert Le Teul, qui faisait partie de la compagnie Bernard Lubat. C'était tout le monde du jazz d'avant-garde, du théâtre musical, etc. Et voilà, ça c'était, je dirais, le côté... le bon côté de ces années de galère, parce que voilà, c'était des rencontres quand même avec des artistes que j'admirais, ouais. Et il y a eu d'autres rencontres ensuite. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 16 février 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Benoît Dutertre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Benoît Dutertre. Il y a ce roman Ma vie extraordinaire chez Gallimard dont on va reparler. Mais pour l'instant, une date importante, c'est le 16 février 1985. Alors ça se passe sur Normandie Actualité, une chaîne régionale, et c'est la première télé où vous évoquez votre premier roman, Sommeil perdu. Ben oui, en réalité, on l'a compris, j'ai fait beaucoup de musique, mais je n'avais quand même dans ma tête qu'une idée, c'était être écrivain. J'étais allé d'ailleurs au Havre, où, quand j'y vivais encore adolescent, voir un homme qui est complètement oublié aujourd'hui, mais qui était la grande figure littéraire locale, qui s'appelait Armand Salacrou, qui avait connu des grands succès au théâtre entre les deux guerres, qui était président de l'Académie Goncourt. Et il me recevait très gentiment chez lui, il m'avait encouragé à mes débuts de jeune poète, parce que j'écrivais d'abord de la poésie, puis de la prose, et puis finalement j'ai fini par écrire un roman qui a été effectivement accepté chez Grasset, grâce d'ailleurs à un jeune éditeur de l'époque qui venait d'entrer chez Grasset comme éditeur, qui n'est pas resté très longtemps parce qu'il était plutôt journaliste finalement. C'était Jérôme Garcin. Ouais, qui a ensuite travaillé et qui travaille au Nouvel Observateur. Voilà, et c'est lui qui a édité mon premier roman chez Grasset en février 1985. Là, j'avais vraiment l'impression que tout était fait. En fait, j'ai compris peu à peu que ça n'était que le début. On va en parler, mais pour revenir à Armand Salacrou, il y a une chose qu'on sait très peu sur lui. Il a commencé dans la publicité, la réclame, chez Marcel Bestel-Blanchet, et c'est lui qui a trouvé le nom de Radio Cité, la première radio privée en 1934. Et Marcel Bestel-Blanchet, quand il lui a suggéré ça, a dit « Ok, c'est comme ça que ça s'appellera. » Magnifique. Voilà. Ah ben, moi, je connaissais un autre, je ne savais pas cette anecdote, mais le slogan, puisque son père avait une pharmacie, ils avaient des traitements contre les poux, et c'était la Marie-Rose, la mort parfumée des poux. C'était joli. Un autre slogan. Alors, ce roman Sommeil perdu, ça correspond aussi aux nuits parisiennes où vous n'avez pas beaucoup dormi, car vous avez profité des nuits parisiennes qui n'existent plus, où dans les années 80, tout était possible. Oui, parce que moi, j'arrivais à Paris, à l'aube des années 80. Peut-être, je l'ai raconté d'ailleurs dans des livres, j'étais un peu influencé, vous savez, par les magazines de l'époque, notamment par Actuel, que je lisais beaucoup, par les nouvelles modes, la New Wave, etc. Et j'avais envie de m'enfoncer dans ces lieux où s'inventaient soi-disant les nouvelles modes, et c'était notamment les bains-douches, le palace, le privilège, etc. Et voilà, j'ai eu une période où je passais effectivement mes nuits dans ces endroits bruyants, arrosés et tout ce qu'on veut. Mais voilà, ça m'excitait, cette impression, là encore, d'être à l'avant-garde de quelque chose, peut-être. Oui, vous avez échappé un soir à une garde à vue, je crois. Oui, parce que je consommais pas mal de choses à ce moment-là. Et j'avais, dans le métro, j'avais planqué dans un recoin de l'ourlet de mon pantalon un petit sachet et puis en même temps, j'étais pas très très doué pour
passer pour un innocent, les flics s'en sont aperçus, ils m'ont poursuivi. Et fort heureusement, la chose est tombée avant qu'ils ne me fouillent, donc ils n'ont rien trouvé. Voilà. Et il y a quelqu'un qui aussi a consommé beaucoup de drogue, c'est Jean Cocteau. Et je crois que vous possédez un livre de Jean Cocteau dédicacé à René Coty. Oui, que ma mère m'a offert après la mort de ma grand-mère, un merveilleux dessin de Cocteau. Là, on voit quand même cet art d'instinct qui est celui de Cocteau. Il part d'un trait comme ça, puis il en fait un dessin en couleur au crayon extraordinaire, qui est effectivement sur un de ses livres de poésie qu'il a envoyé à mon arrière-grand-père, parce que Jean Cocteau, je pense qu'il aimait bien en même temps le pouvoir, et dès que René Coty a été élu, Jean Cocteau a été vers lui d'une façon charmante, lui a écrit, ils se sont beaucoup rencontrés, etc. Donc finalement, il y a toute une correspondance entre les deux hommes comme ça, qui a duré même au-delà du départ de René Coty de l'Élysée. Oui. Oui, j'en reviens à donc ce premier roman Sommeil perdu. C'est pas un grand succès. En revanche, Benoît Lutteur, ça vous ouvre la voie de la presse. Voilà, c'est ça. C'est grâce à ce livre que je suis entré d'abord au monde de la musique, comme critique de disques, ce qui était la chose qui m'ennuyait le plus au monde, parce que s'agissait de comparer les interprétations, et moi ce qui me passionne sont les œuvres, sont pas tellement les interprétations. Mais bon, voilà, j'ai mis le pied là-dedans et j'ai commencé à écrire un peu partout. Alors là, je peux vous dire la diversité des titres dans lesquels j'ai écrit, ça va de Révolution à la vie catholique, en passant par Elle, et des journaux de toutes sortes. Enfin voilà, j'ai écrit des critiques musicales, des portraits de musiciens, etc. Et voilà, j'ai fait mon métier un peu de journaliste. Ouais. Oui, mais ce qui n'existe plus aujourd'hui, déjà pour trouver une collaboration, c'est pas simple, mais 10, c'est encore plus compliqué. Oui, et puis surtout, je veux dire, alors, c'est vrai qu'au début, c'était quand même difficile, parce que souvent, on écrivait dans des journaux qui avaient peu d'audience, peu d'argent, peu de pub. Mais quand on commençait à se faire un nom, on arrivait dans les grands journaux. Et là, à l'époque, il y avait vraiment de l'argent dans la presse. Là, les gens ont complètement oublié ça. Mais moi, notamment, dans la presse musicale, entre 1985 et 1995, c'est-à-dire l'essor du CD, il y a une espèce d'âge d'or. Il y avait vraiment pas des valises, mais enfin des quantités d'argent qui étaient injectées tous les mois, qui permettaient de faire des numéros spéciaux, de faire des voyages, etc. C'est quelque chose qui a complètement disparu. On est autant des intellectuels précaires, vous savez, des journalistes qui sont payés rien du tout avec le développement d'Internet. Mais là, c'était vraiment le grand luxe que j'ai eu la chance de connaître à la fin. Et encore, quand j'en ai parlé avec Pierre Bouvard, je crois que le grand luxe, c'était bien avant, à la grande époque de France Soir, etc. Oui. Alors là, c'était encore autre chose. Mais... Philippe Bouvard était le spécialiste du genre, avec les notes de frais voilà, trafiquées, et il ne s'en est jamais caché. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté aussi pour vous, Benoît Lutteur, c'est Samuel Beckett. Oui, c'était mon idole littéraire, enfin plus qu'une idole, c'était l'écrivain que j'admirais le plus. Et je lui ai écrit pour lui envoyer mes textes. Il m'a répondu très gentiment. Il m'a poussé vers une revue qui était la revue des éditions de Minuit, où j'ai publié mon premier texte avant même le roman dont vous avez parlé. Et donc ça a été pour moi, évidemment, c'était merveilleux. Vous imaginez de recevoir, voilà, je les ai gardés plusieurs petites lettres de Beckett, s'intéressant à ce que je faisais, me disant que j'avais du talent. C'était peut-être par gentillesse, mais enfin me poussant à aller plus loin, etc. Ça a été pour moi très important. Mais je l'ai jamais rencontré. Il avait écrit une pièce en 61 à New York qui s'appelait Oh les beaux jours, oui, que Madeleine Renaud a adapté et a repris au Théâtre du Rond-Point, autant Barrault et Renaud étaient les locataires. Et ce qui est fascinant, moi ce qui me fascine, c'est que Madeleine Renaud et Jean-Luc Barrault, du jour où ils ont terminé leur carrière, plus personne n'allait les voir chez eux, avenue du Président Wilson. Ils sont morts dans l'anonymat le plus complet, alors que c'était des grands personnages de théâtre. Moi, j'étais fasciné, d'ailleurs, c'était dans mon livre de français de terminale, c'est ça qui m'avait attiré vers Beckett, par les photos de ses spectacles, et notamment Madeleine Renaud plantée au sommet d'une espèce de mamelon avec une ombrelle dans, justement, je crois, Oh les beaux jours. Et qui a été sa dernière pièce. Ouais. Alors, vous avez écrit dans cette revue Minuit, donc, qui était dirigée par Mathieu Lindon, je crois que c'est le cousin de Vincent Lindon. Et le fils de l'éditeur Jérôme Lindon, voilà, et le cousin de Vincent, absolument. Et la revue n'a pas duré, malheureusement. Bah, c'est surtout qu'elle existait depuis un certain temps, et Mathieu Lindon m'avait gentiment proposé de publier différents textes de moi, sauf que j'en ai publié un, et puis la revue s'est arrêtée à la fin juste après ce numéro-là, pour des raisons financières qui n'avaient rien à voir avec moi, évidemment, mais avec la maison d'édition. Et voilà, et ça s'est arrêté là, mais quand même, j'étais content parce que Minuit,
quand on était jeune et moderne, ça représentait la littérature exigeante, etc., etc. Et minuit est l'heure où vous vous couchez aujourd'hui, car vous avez besoin de 8 heures de sommeil, Benoît Dutertre, sinon vous ne pouvez pas travailler. J'ai toujours beaucoup dormi. Je suis l'anti-Jacques Attali. J'admire ces hommes d'État qui arrivent à dormir 3 heures, à écrire un roman au petit matin, des notes politiques un peu plus tard, avoir des rendez-vous le matin et l'après-midi et prolonger ça. Moi, je peux pas. Il faut que j'ai une longue nuit pour me sentir bien. Et en plus, j'aime bien faire la sieste. Voilà. Et moi, je connais des gens qui peuvent s'endormir 5 minutes comme ça dans un coin, au milieu du bruit, et se réveiller en pleine forme. Ouais, ça, c'est beau. Je me souviens, Jean-Pierre Cassel à l'hippodrome de Deauville, au milieu des courses et des paris, qui s'est endormi 5 minutes sur sa chaise, et après, il était en forme. Ben, heureux homme. Moi, je dors, mais j'aime dormir. En même temps, j'aime être au lit. Mais en plus, au lit, c'est plus que dormir, parce que c'est au lit que je lis aussi. Alors, vous avez eu aussi une autre vie, celle de manutentionnaire au BHV. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, ça, c'est vraiment, oui, dans la période qui a suivi les nuits parisiennes, vous savez, à force de prendre un peu trop de substances illicites, je m'étais un peu ruiné, j'avais plus d'argent, j'étais pas très en forme physiquement, etc. Et ça a été un peu une espèce de chute. J'ai quitté Montparnasse où j'étais heureux pour une chambre sordide à Pigalle. Et là, je suis entré dans les sous-sols du BHV où je poussais des chariots pour gagner. Si on était payé à la journée, on était extra, mais ça marchait bien, ça veut dire, il y avait du boulot tous les jours. Et voilà, j'ai fait ça à une époque, mais c'était... Je peux pas dire que je regrette cette expérience parce que j'ai découvert un autre monde, le monde du dessous, là, avec des travailleurs qui venaient de toute l'Europe. Je me souviens un ouvrier yougoslave très sympathique avec qui je parlais souvent à l'époque. Et j'ai une expérience parmi d'autres. Le BHV, on ne sait pas qu'au départ, c'était un magasin pour vendre de la bimbeloterie, tenu par François-Xavier Ruel. Ah ouais? Et un jour, l'impératrice Eugénie passe devant, les chevaux s'emballent, et ce monsieur sort et arrête les chevaux. Et c'est comme ça que l'impératrice Eugénie, pour le remercier, a une somme importante qui lui a permis d'agrandir son bazar, qui est devenu le bazar d'Hôtel de Ville. Je vais beaucoup parce que j'habite à côté. Oui. Vous savez, je ne vais pas faire de la publicité ici, mais la merveille qui est le rayon bricolage du BHV, c'est quand même quelque chose d'unique. Voilà. Alors, quelque chose qui n'est pas bricolé, ce sont vos romans. On va en parler à travers une autre date, le 29 octobre 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Benoît Dutertre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Benoît Dutertre. Ma vie extraordinaire, ce roman chez Gallimard, on en parle dans quelques instants. Mais on revient à une date clé pour vous, justement, le 29 octobre 2001. Ce jour-là, vous êtes récompensé par le prix Médicis pour le voyage en France. Ah oui, qu'est-ce que j'étais content, si vous saviez. Je bondissais là chez moi tout seul. Mais écoutez, c'est vrai que j'ai publié mon premier roman en 85. Bon, j'étais très jeune, mais de 85 à 2001, ça fait quand même une quinzaine d'années où j'ai pris petite place dans le monde littéraire. J'ai publié plusieurs livres, plusieurs romans. Mais voilà, ça restait toujours un petit peu confidentiel. Et pourtant, il y a des livres dont j'ai été fier, comme un roman qui s'appelait Tout doit disparaître. Et puis, j'ai provoqué des polémiques assez vives dans cette période aussi, avec notamment ce Requiem pour une avant-garde où je polémiquais contre Boulez, avec Gaieté parisienne, qui était un livre où je m'amusais un peu avec ce qui était en train de devenir le communautarisme homosexuel à Paris notamment, avec d'autres livres comme ça qui mettaient un peu les pieds dans le plat. J'étais un petit peu d'un nouvel esprit qui ironisait sur la modernité. Mon ami Houellebecq l'a fait merveilleusement, mais il n'était pas encore là et ça paraissait un petit peu bizarre à tout le monde. Voilà, cette espèce d'esprit de satiriste du monde moderne. Et finalement... grâce au voyage en France, tout d'un coup, ce travail que j'ai mené pendant une quinzaine d'années était apparu au grand jour, parce que c'est vrai que tout d'un coup, d'avoir un grand prix littéraire, en plus cette année-là, le Médicis, c'était le premier de la série, c'est très important, vous savez, vous avez le Médicis, le Goncourt, le Féminin, etc. Et le premier, évidemment, on en parle beaucoup, quand on arrive au 6e ou 7e prix de la saison, ça se passe un peu moins au premier plan. Et tout d'un coup, j'étais l'homme qui monte dans les magazines, etc. J'ai été très, très heureux. Et pourtant, ça avait encore été assez polémique, parce que le jour de la remise du prix à l'hôtel Meurice, un certain nombre des membres du jury, indignés qu'on puisse donner le prix à cet insolent, ont quitté le repas en signe de désapprobation. Je ne dirai pas leur nom, mais je dirai le nom de celui à qui je dois ce prix, qui était le vieux président du jury de l'époque, qui s'appelait Marcel Schneider. Voilà. Et ce prix, quand vous l'avez appris
par un coup de téléphone Oui, je crois que c'était Reza Kremisi qui m'a appelé de chez Gallimard pour me dire ça y est. Je savais quand même que j'avais de fortes chances. Vous savez, bon, tout ça, c'est une cuisine un peu complexe, mais j'entrerai pas dedans. Mais en gros, je savais que si tout allait bien, je risquais de l'avoir. Mais quand même, le week-end d'avant, je suis parti chez mon oncle qui habitait à Bruges. Je connaissais pas Bruges. Je ne lui ai pas dit un mot du fait que j'avais des chances d'avoir le prix Médicis. J'ai passé 2 jours à visiter les musées de Bruges et à regarder les canaux avec lui pour essayer de me changer les idées. Puis voilà, je suis rentré à Paris le lundi et c'était fait. Alors, le voyage en France, c'est l'histoire d'un Américain qui est passionné par le Paris de la fin du 19e siècle Voilà. et qui vient aujourd'hui. On a oublié que la ville lumière, vous savez que ce sont les Anglais qui ont trouvé ce nom-là, au temps de Louis XIV. Ils ont découvert nos rues éclairées par des lanternes et des flambeaux. Ça permettait d'éviter les agressions dans les rues sombres. Eh oui. Et c'est comme ça que le nom de la ville lumière est né, Est à né. cause de ces flambeaux. Et alors moi j'étais fasciné notamment par il y avait aussi tous ces Japonais qui venaient à Paris et qui étaient fascinés par toute l'imagerie de l'impressionnisme, de la Belle Époque. Et puis il y en a certains qui faisaient des dépressions parce qu'ils découvraient que la France c'était pas exactement ça. Et mon livre c'est un peu ce principe-là, c'est voilà, une vision idéalisée de la France de Claude Monet, si vous voulez. Et tout d'un coup, ce personnage qui part en voyage et qui va découvrir tout à fait un autre monde, un petit peu moins réjouissant, mais ça provoque des effets comiques. Alors, il y a aussi New York que vous avez découvert. Au départ, vous ne vouliez pas y aller, puis c'est devenu votre ville fétiche. Ah oui, je voulais même m'y installer à une époque, j'y allais tout le temps, j'y passais ma vie. Je suis tombé. Vous savez, j'étais comme beaucoup de Français avec une espèce de. Voilà, une espèce de discours de gauche très critique sur les États-Unis, mais je voulais pas en entendre parler. Pour moi, c'était la sous-culture, tout ça. Enfin, je m'inventais des théories un peu plus ou moins justes. En fait, j'aimais que la littérature américaine et la musique américaine. Ça, je m'en rendais pas compte, mais j'avais ce discours un peu bébête. Et puis, je suis parti là-bas pour une circonstance, et ça a été vraiment un coup de foudre, quoi. Je parle de ça d'ailleurs dans ma vie extraordinaire. Je suis tombé amoureux plusieurs fois dans ma vie de villes ou de lieux, et à New York, je suis vraiment tombé amoureux et je pouvais plus partir. Je suis resté, je suis retourné tout le temps. J'aimais l'architecture, le foisonnement, l'esprit, les odeurs, les couleurs, etc. Je me suis jamais lassé de déambuler dans New York. Oui, et en même temps, vous ne parlez pas très bien l'anglais. Non, parce que c'était mon côté un peu snob, sans doute. Je voyais que des Américains qui parlaient parfaitement le français, ou des Français émigrés, etc. Mais je faisais pas beaucoup d'efforts pour parler anglais. Mais j'aimais bien. Je suis un grand combattant aujourd'hui de la francophonie. À l'époque, à ma façon, j'aimais bien m'imaginer qu'on pouvait encore vivre à New York en parlant français, qui est quand même, il faut dire, parce que j'ai bien vu, j'y suis allé beaucoup, qui est quand même une langue très présente à New York, parce qu'il y a tous les Haïtiens qui sont très nombreux, notamment dans les taxis. Il y a les Sénégalais, il y a les Québécois, il y a les Français. Et en fait, on entend très très souvent parler français à New York. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas le seul à pas parler anglais à New York. Moi, je viens de Gottlieb, qui est dessinateur de la rubrique à Braque, Oui, bien sûr, que j'adore. génie du dessin, et qui un jour arrive à New York pour un congrès, et on lui demande de traduire « Comment vas-tu, yacht de poil Fais-toi la matelas ». Et ben, il a fait « How do you do Glass Fairbank Jr. and Yul Brunner ». Et les Américains n'ont rien compris, mais ça l'a fait beaucoup rire. Alors, ce prix Médicis, c'est aussi la conséquence de beaucoup de travail, parce que finalement, au fil de ces années, vous avez compris que écrire, il fallait progresser sans arrêt, Benoît Dutertre. Ben oui, c'est un travail quotidien. Il s'agit de... dans mes années, si j'ose dire, de bohème noctambule, je croyais que écrire, c'était... être saisi par l'inspiration, ce qui supposait de prendre beaucoup de substances, d'attendre le milieu de la nuit et tout d'un coup d'être habité par le génie. Et puis finalement, j'ai compris qu'en fait, pour moi, écrire, c'est au contraire, c'est se lever tôt le matin, être à jeun devant son ordinateur ou sa page blanche, et de savoir surtout, d'avoir réfléchi un petit peu à ce qu'on va écrire, parce que ça vient pas comme ça tout seul, mais voilà. En gardant de la fantaisie, car, et on vous l'a reproché, vous aimez Molière, Alphonse Allais et tout cet univers, Benoît Dutertre. Oui, c'est peut-être ce qui m'a, aux yeux de certains milieux intellectuels, un peu desservi aussi, c'est que j'aime l'humour, la légèreté, la comédie et une certaine tradition française dont effectivement, je dirais que Molière en est pour moi le plus grand maître. Et pourtant,
je veux dire, d'ailleurs, ça commence. Hein, si on montait aujourd'hui certaines pièces de Molière, comme Les Femmes savantes ou Les Précieuses ridicules, il serait quasiment interdit d'affiche pour sexisme insupportable. Mais il avait ce regard satirique sur son époque. Mais c'est vrai que j'aime aussi Marcel Aimé, dans le même genre, qui a tiré avec tellement d'humour une espèce de chronique décalée de la France, de la guerre notamment, et aussi de l'épuration et de la libération. Et puis, c'est vrai que dans un genre plus loufoque, j'ai toujours eu une grande passion pour Alphonse Allais. Ça doit être une passion normande, parce qu'il venait de Honfleur, moi j'étais du Havre, et Alphonse Allais, dans ses chroniques, raconte souvent la traversée en bateau de Honfleur au Havre et du Havre à Honfleur. Et c'est vrai que c'est un humoriste que j'adore. Oui. Et puis, il y a un dessinateur avec qui vous avez créé des liens d'amitié et qui, je crois, a illustré vos livres de poche, c'est Sampé. Alors, qui est un ami très, très proche, Jean-Jacques Sampé. Simplement, vous savez, j'ai expliqué ça parfois parce que, justement, j'avais cette tendance à vouloir faire une satire de notre époque, une espèce de roman comique qui se moquait du monde moderne. Et en fait, j'avais pas tellement de modèles récents. Hein. J'ai cité Alphonse Allais ou Molière, mais c'est des modèles lointains. Et dans la littérature française, il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Par contre, il y avait un dessinateur de génie que je connaissais depuis que j'étais né quasiment, qui lui avait jeté un œil sur le monde moderne, sur les cités, sur la circulation, sur toutes les folies de notre époque, le tourisme. C'était Sampé. Et pour moi, c'était en ce sens-là un maître littéraire aussi, autant qu'un maître du dessin. C'est quelqu'un dont l'inspiration m'a beaucoup éclairé. Et donc pour moi, c'était un mythe. Et puis quand je me suis retrouvé à dîner avec lui un jour chez des amis, j'avais l'impression de rencontrer Dieu sur terre. Puis on est devenus copains finalement, parce qu'on a été rapprochés notamment par la musique. Je commençais mon émission de radio, il adorait Ray Ventura, moi aussi. Voilà. Justement, Ray Ventura a enregistré une chanson de Paul Misraki qui est devenue un succès international. C'est Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Paul Misraki m'a raconté l'histoire de cette chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, Benoît Duterte. Il est en tournée à Nîmes. Il dîne avec une comtesse qui raconte tous ses malheurs. Et la nuit même, avant de s'endormir, il écrit cette chanson qui va devenir un succès international. Énorme. Et c'est un personnage que j'aurais aimé connaître, Misraki, mais justement, Sampé l'aimait beaucoup et le voyait de temps en temps. De même que Tati, c'était tous ses maîtres. À lui, ce sont toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est curieux parce qu'on dit toujours Ray Ventura et ses collégiens. Et c'est vrai que c'était un orchestre génial, mais derrière, c'est très souvent musique Paul Misraki ou parole Paul Misraki, chant Paul Misraki. Il est toujours là, en fait, largement autant que Ray Ventura. Oui, et ils se sont connus dès leur début au lycée Janson. Oui. Alors, ils étaient dans la même classe en 1929 et ils ont commencé à répéter. Et ils ont créé leur premier orchestre de jazz français un vendredi 13 à la salle Gaveau, parce que le vendredi 13, personne ne voulait la louer, donc ils l'ont eu pour un prix dérisoire. C'est parfait. Alors, le voyage en France donc, a été un déclic pour vous, Benoît Duterte, parce que d'abord, ça s'est vendu à 50 000 exemplaires et ça vous a ouvert la route d'autres pays. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes traduit dans une douzaine de langues. Oh, une vingtaine même maintenant. Voilà. Vous voyez, ça a augmenté. Alors, le voyage en France avait été traduit, je pense, dans une dizaine de pays. Mais j'ai surtout, alors quelques années plus tard, effectivement, pas très longtemps après, d'ailleurs, en 2005, je crois, écrit un petit roman, une fantaisie qui s'appelle La petite fille et la cigarette. Tout à fait. Et c'est ce livre-là, alors qui a eu en France un succès gentil, mais enfin pas extraordinaire, mais qui a été traduit absolument dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, où il a été plusieurs fois réédité. Et plagié. Et même plagié par Shia LaBeouf, ou LaBeouf, comme on dit, une grande star d'Hollywood, qui s'est lancée dans les livres illustrés et qui a carrément repris tout le texte de mon livre comme si c'était le sien. Il y a eu il y a des tas d'articles là-dessus sur Internet. Mais en tout cas, ce livre-là m'a porté chance. Il m'a ouvert les portes du monde entier. Et je dois dire que c'était d'ailleurs un enseignement pour moi, parce que c'est un livre, là encore, c'est vraiment une satire du monde moderne. Ça se passe dans un pays un peu imaginaire, qui ressemble beaucoup au nôtre, un peu aux États-Unis, voilà, bon, avec une histoire un peu kafkaïenne, et ça a été traduit partout. Et en fait, ce genre de romans où je critique la société contemporaine ont été pas mal traduits, alors qu'en France, souvent, on préfère ceux de mes livres dans lesquels je parle de ma vie, de ma famille, de la plage d'Étretat, etc. Le côté autobiographique. Les Français aiment l'autobiographie d'une certaine façon. La fiction, les étrangers préfèrent, parce qu'ils trouvent justement que les romans français sont quelquefois trop français
pensé pour voilà. En tout cas, La petite fille et la cigarette, ça a été vraiment l'ouverture un peu aux quatre coins du monde. C'est même devenu, je crois, un spectacle en République tchèque. Oui, en Roumanie aussi, ça a été adapté sur scène. Il y a une bande dessinée. Enfin, c'est un livre vraiment il a été traduit à nous récemment en arabe. J'avais pas encore le livre en langue arabe. J'étais très content aussi. Et ça a bien marché là-bas par un éditeur tunisien. Vraiment, ce livre m'a porté chance. Et vous voyez, les mystères de la vie, je crois que c'est un livre, je n'exagère pas, j'ai dû l'écrire un mois d'août à Étretat, comme je suis toujours là-bas, à peu près en 15 jours. Voilà. Je me suis dit, tiens, je vais faire 10 chapitres, un chapitre par jour, puis je me reposerai le samedi et le dimanche. J'ai fait ça en 2 semaines, comme ça. C'est les moments de miracle qui arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et il y a aussi quelqu'un qui écrivait quelquefois des pièces en 3 jours, et il a écrit aussi des opérettes, dont celle-ci, chantée par Yvonne Printemps. Entre tes bras, quand tu me tiens, sais-tu pourquoi je sais. L'amour masqué de Sacha Guitry. Il faut savoir que Albert Wilmette, c'était le copain d'enfance de Sacha Guitry. Et puis un jour, il lui a appris à faire des opérettes et il lui a présenté la jeune Yvonne Printemps. Et c'est comme ça que Sacha Guitry a épousé cette comédienne chanteuse. Pour moi, Guitry, c'est vraiment un des génies du XXe siècle, quoi. C'est pas juste un des amuseurs, c'est le talent à l'état pur, l'invention à l'état pur, aussi bien pour le dessin, la peinture, le théâtre, enfin, mais le cinéma, évidemment. Je me grise de Guitry. Pour moi, il est irrésistible. Ses pièces sont merveilleuses et lui-même, quand il joue, est une espèce d'instrument de musique absolument insensé. Alors évidemment, malheureusement, il y a pas de film sonore avec Yvonne Printemps. C'est quelques enregistrements d'opérettes. Les films sonores, c'est plutôt avec de Lubac, mais enfin, c'est pas mal non plus. Mais pour moi, Guitry, c'est un dieu encore, oui, vraiment. Il est extraordinaire comme votre vie, dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 11 mars 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Benoît Dutertre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Benoît Dutertre. 11 mars 2021, voici quelques jours à peine, sorti chez Gallimard de Ma vie extraordinaire, un roman que vous présentez comme la chronique de vos enchantements, Benoît Dutertre. Oui, alors bon, le mot roman pourra prêter à débat, comme dans un certain nombre d'autres livres que j'ai écrits, parce que c'est effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, un livre très autobiographique, même s'il y a aussi de la fiction dedans, mais c'était surtout une espèce, voilà, de roman de ma vie, si vous voulez, que j'ai voulu écrire à travers 3 moments de ma vie qui m'ont vraiment appris la présence et en même temps la fragilité du bonheur. Ça a été d'abord la découverte durant toute mon enfance de ce pays des Vosges, de cette montagne très belle qui a été pour moi, voilà, le lieu féerique où j'ai découvert vraiment le bonheur de vivre. À travers aussi mon grand-oncle qui était un héros de la résistance, et sa femme plus jeune que lui, chez qui on passait donc nos vacances dans ce moulin des Vosges. Et donc voilà, toute la première partie du livre, c'est vraiment un retour sur cette enfance où j'ai découvert les meilleurs des parfums et des couleurs de la vie. La seconde partie, c'est une espèce de grand autoportrait de moi adulte. Et puis la troisième partie, c'est une réflexion sur la vieillesse à travers plusieurs vieilles dames que j'ai connues. Mais à chaque fois, voilà, il s'agit d'essayer de trouver le bonheur, la beauté fragile dans différents moments de notre vie qui pourraient n'être que banals. Alors justement, les Vosges, c'est le lac de Longemer, tout près de chez vous. Il y a une ville qui s'appelle Gérardmer, où il y a un festival du film fantastique qui avait lieu avant à Avoriaz. Et Gérardmer est surnommé la perle des Vosges. Et c'est Abel Hugo, le frère de Victor Hugo, qui a trouvé cette dénomination. C'est vrai, parce que c'est très joliment situé. Malheureusement, la ville a été pas mal détruite à la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, ça a été une des premières stations de montagne à la mode dès le milieu du 19e siècle, à peu près en même temps que Chamonix et quelques stations des Alpes. Ça s'est développé très tôt, Gérardmer, parce qu'il y avait à la fois le côté petite montagne, présence d'un très joli lac, il y a des stations thermales aux alentours, et donc voilà, c'est devenu un endroit très touristique au milieu des forêts, comme une espèce d'écrin, ce lac
lac, mais le lac de Longemer, qui lui est vraiment au pied du haut massif des Vosges, est simplement splendide. Alors lui. Oui, mais on dit aussi parfois que les Vosges, c'est très triste, surtout en hiver. Ouais. Moi, je me souviens d'un voyage à Saint-Dié où c'était le couvre-feu à 20h30 un samedi soir. Ah mais Saint-Dié, c'est pas franchement l'endroit le plus folichon de, Genre que je vous confirme. de la Terre, même si on aime beaucoup le festival de géographie qui a lieu là-bas tous les ans avec son salon du livre. Non, mais moi, j'habite vraiment dans la montagne vosgienne, et la montagne vosgienne, c'est un enchantement il y a tout un chapitre là-dessus, par trois côtés. D'abord, c'est la présence de l'eau partout, de l'eau qui coule, des torrents, des rivières, ça ruisselle d'une façon merveilleuse. Il y a cette forêt immense avec ces grands arbres qui sont comme des piliers de cathédrale, avec ce silence, avec ces bruits d'oiseaux dans la canopée, avec ces fourrés pleins de biches, de cerfs et de chevreuils. Et puis, il y a le sommet de la montagne, ces grandes prairies. Vous savez qu'on voit dans le film avec Lino Ventura et Bourvil, les grandes gueules qui se passent dans les Hauts-de-Vosges, ces grandes prairies qui dominent l'Alsace et le massif des Vosges. Tout ça, c'est quand même un enchantement que j'essaie de traduire dans la première partie de mon livre. Oui, et vous évoquez aussi cette famille de résistants, Voilà. parce que je crois que vos grands-parents ont eu les honneurs de Cœur Vaillant, illustré par Pierre Brochard. Cœur Vaillant qui était à l'époque qui a été le premier journal à publier les aventures de Tintin par Hergé. Voilà, c'était un journal catholique de l'après-guerre. Et effectivement, un des dessinateurs a représenté comme ça l'histoire de résistants de mon grand-oncle et de son épouse, chez qui j'allais dans les Vosges. Parce que c'était vraiment deux amoureux qui s'étaient connus, en plus, elle le cachant de la Gestapo, etc. Donc ça avait un côté très romanesque, et nous on a vraiment grandi auprès de ces deux personnages qui en plus nous ont initiés à une religion qui a été la religion de notre enfance, qui était De Gaulle. Voilà, car ils étaient fervents. Et d'ailleurs, je crois que votre grand-oncle avait sauvé les résistants en leur permettant d'échapper à la Gestapo. Oui, il a été vraiment il était capitaine à la fin de la guerre, il a été décoré de toutes les médailles possibles de la résistance, il était chef de réseau dans l'Eure à l'époque, après il est revenu à Paris, et ensuite il s'est installé dans les Vosges, mais c'était vraiment un héros, et puis il a rencontré cette jeune femme, ma grand-tante, plus jeune que lui, donc voilà, mais chez eux, c'était effectivement, il y avait les médailles avec les remerciements du président Eisenhower, de Winston Churchill, et puis surtout la photo de De Gaulle, c'est toujours si on ne s'agenouillait pas le soir devant De Gaulle, parce que c'était le héros de la famille. Et d'ailleurs, mon grand-oncle a été après s'est occupé de l'association des amis du général De Gaulle pour tout l'Est de la France. Voilà. Et il avait aussi une autre idole, c'était Maurice Chevalier. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de ces dames. Prosper, Car il chantait, votre grand-oncle, Maurice Chevalier. Sans arrêt. Notamment Prosper, Ma Pomme, etc. Parce que en fait, il était d'origine vosgienne, c'est pour ça qu'il s'était réinstallé dans les Vosges et qu'on y a passé notre enfance. Mais il était monté à Paris après la Première Guerre mondiale, où il s'était engagé, et il avait fait ses études de dentiste à Paris, dans le quartier Montmartre, où il habitait près du cimetière Saint-Vincent. Et c'était les années folles. Et lui, sa culture, c'était Mistinguett et Maurice Chevalier. Il avait grandi avec ça. On n'imagine pas les idoles que c'était pour cette génération. Ah bah c'était un couple mythique qui avait débuté aux Folies Bergères et qui sont restés 10 ans. Et quand on voit les films de l'époque, Maurice Chevalier, il fait du moonwalk avec Mistinguett, bien avant Michael Jackson. Exactement. Alors, vous devez aussi à ces Vosges votre première photo dans la presse, dans la Liberté de l'Est, je crois. C'était le journal du coin à l'époque, oui, parce que on allait avec mon cousin Jean-René en vacances, donc chez ce merveilleux oncle résistant et son épouse. Et alors un jour, il nous avait accueillis à la gare de Saint-Dié avec le journaliste de la presse locale pour montrer les petits-enfants du président Coty qui venaient à la découverte du massif vosgien. Et voilà. Et puis, vous devez aussi à ce grand-oncle une autre passion. Le gendarme de Saint-Tropez, et surtout le gendarme et les gendarmettes, qui est un de vos films cultes, je crois. Tout de Funès, en fait. Pour moi, c'est là aussi, ça frise le génie. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de dire qu'on aime le gendarme. C'est avec Michel Houellebecq qu'on parle souvent du gendarme et les gendarmettes. Parce que vous lui avez montré ce film.
Non, c'est plutôt lui qui me l'a montré parce que c'était vraiment le pire de la série d'une certaine façon. Mais Michel a poussé la provocation jusqu'à dire que c'était son préféré. C'est son côté justement, voilà. Mais je pense quand même que le gendarme à Saint-Tropez ou le gendarme à New York sont un petit peu au-dessus du gendarme et les gendarmettes. Il faut savoir que les gendarmettes, au départ, il y avait un autre scénario. Il devait aller dans l'espace, remonter dans le temps et sauver Napoléon à Waterloo. Puis ça, c'est pas fait finalement. Mais j'ai des souvenirs effectivement de week-end en Normandie avec Houellebecq qui lui était happé et regardait en boucle des scènes qu'il connaissait par cœur du gendarme et les gendarmettes. C'est étonnant cette amitié pour Michel Houellebecq qui a la réputation d'être quelqu'un de très discret, seul, solitaire. Très fidèle en amitié. On s'est connus, j'ai envie de dire, à nos débuts d'écrivain. On s'est beaucoup vus à l'époque. Après, on s'est forcément un peu éloignés parce que chacun a fait mille choses. Mais justement, il a cette fidélité en amitié qu'il faut qu'on s'est retrouvés récemment, toutes ces dernières années. Notamment pour son mariage et pour sa Légion d'honneur. Maintenant, on est passé au stade voilà, des honneurs. Voilà, mais je crois que quand on connaît votre tempérament qui est joyeux, théoriquement, il est le contraire de ce tempérament. Alors qu'il ne montre pas. Il est mélancolique, ouais. C'est vrai. Moi, je serais peut-être plus léger, ouais, plus joyeux. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que chez Houellebecq, il y a énormément d'humour derrière cette noirceur et cette mélancolie. Pour moi, c'est un maître de l'humour noir. Donc, voilà. Et puis, il y a quelqu'un avec qui vous avez été très lié aussi, et qui est justement Lia de Funès, qui était la femme de Rabbi Jacob dans ce film avec Louis de Funès, c'est Suzy Delair. Eh ben non, tu ne peux pas te figurer. C'est encore bien mieux. Suzy Delair qui a vécu jusqu'à 102 ans, qui avait été découvert avec son tralala au départ. Si tu peux la figurer comme Je t'aime, elle le chante, je crois, dans Atolka, qui est le dernier Laurel Hardy. Il y a une anecdote, c'est-à-dire que quand un jour Paul Misraki, dans un film, a dit que Daniel Darieux avait créé cette chanson, elle l'a insulté, raccroché au nez, parce qu'elle dit c'est moi, et elle avait une rivalité avec Daniel Darieux. Elle avait un sacré caractère. Elle se connaissait depuis l'âge de 13-14 ans. Le problème, c'est que Darieux avait décollé beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Donc, évidemment, peut-être que Suzy en gardait un petit peu d'amertume. Mais après, Suzy s'est bien rattrapée dans les années 40-50, où elle a eu des très grands succès au cinéma, notamment Quai des Orfèvres, qui est quand même un des chefs-d'œuvre du cinéma français. Et puis, elle a fait peut-être, par contre, une plus grande carrière de chanteuse que Darieux. Et cette chanson, c'est vrai, c'est dans le dernier Laurel et Hardy. Il faut penser que Suzy, qui est devenue une grande amie, et dont je parle beaucoup dans la dernière partie du livre, parce qu'elle était la jumelle de ma tante Vosgienne, nées toutes les deux en 1917, Suzy Delair, vous y rendez compte, elle chante cette chanson dans le dernier Laurel et Hardy. C'est-à-dire que cette femme qui est morte il y a un an a tourné avec Laurel et Hardy, qui nous semble appartenir à l'archéologie du cinéma. Et voilà, et on s'est rencontrés à travers mon émission de radio. On s'est beaucoup aimé, beaucoup vu pendant de très nombreuses années, jusqu'à sa disparition, effectivement, en plein confinement, au mois de mars de l'année dernière, à l'âge de 102 ans. Dans votre livre Ma vie extraordinaire, vous, auditeurs, vous parlez aussi de clés. C'est pas celle de votre vie, c'est celle que vous perdez depuis 40 ans. Oui, non, parce que, comme je vous ai dit, c'est une sorte d'autoportrait. Je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'il y a des tas de petits détails très concrets dans la vie qui occupent beaucoup de temps, d'énergie, et dont on parle jamais dans les romans, parce qu'on ne parle que des grandes histoires d'amour, ou d'argent, ou de ce qu'on veut, ou d'aventure, ou de police, etc. Mais moi, c'est pour ça que j'ai fait tout un chapitre, je crois, assez drôle, où j'explique que la principale activité de ma vie, entre 20 ans et 40 ans, ça a été la recherche de mes clés et la recherche de mes lunettes, les unes toujours égarées sur une table, sous un journal, etc. Enfin, une espèce de cauchemar de perte d'objets. Et voilà, j'ai fait un chapitre et les chaussettes à sortir. Et le problème de la chaussette orpheline, dont on ne parle pas assez, qui est un des grands problèmes de l'humanité, que aucun scientifique n'a vraiment réussi à expliquer. Pourquoi est-ce que régulièrement, alors qu'on en prend soin, qu'on les met toujours dans le même bac de la même machine, il y a une chaussette sur deux qui disparaît et on ne retrouve jamais la deuxième? Où est-ce qu'elle s'égare? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de reconstituer des paires en recherchant les mêmes modèles, etc. Enfin, c'est tout un long développement dans le livre que je laisse les auditeurs découvrir. Oui, et Antoine a résolu le problème. Antoine les élucubrations, puisqu'il a toujours porté deux chaussettes de couleurs différentes. Il ne cherche pas le matin. Voilà, c'est la bonne solution. Et vous évoquez aussi votre bureau, car curieusement, vous êtes quelqu'un de très rangé. Vous avez besoin d'ordre parfait, Benoît Dutertre. J'ai toujours besoin d'un bureau, surtout. Voilà, c'est ça. Que ce soit dans une chambre d'hôtel, chez des amis, à la campagne, dans une petite maison, dans un château,
dès que j'arrive, je commence par m'installer un bureau, c'est-à-dire une table, un coin, avec quelque chose à regarder, si possible, une fenêtre, un bout de paysage, pas forcément extraordinaire, mais quand même un petit bout de quelque chose, ou de ville. Et j'ai ce besoin, voilà, de ce lieu qui va devenir un peu le lieu de ma méditation et de mon travail. Avec une phobie dont on parle peu aussi, c'est l'incendie. Oui, ah bah là, enfin moins maintenant parce qu'Internet a un peu réglé le problème. Ça, c'était surtout le temps où mes manuscrits étaient des tapuscrits sur papier et où j'en avais qu'un seul exemplaire. Et alors là, mon Dieu, il fallait le planquer dans des endroits où il risquait pas de prendre feu. Oui. Et comme vous êtes quand même un garçon organisé, vous avez déjà choisi les œuvres qui seront dans un recueil numérique après votre mort, dans très Voilà. longtemps. C'est un peu de l'auto-ironie. J'espère que les critiques et les lecteurs ne prendront pas ça trop au sérieux, mais à un moment donné, je soulève dans ce livre qui est un autoportrait la question de la postérité, parce Bien que sûr. tous les artistes se la posent, la question. Et je me dis, tiens, si je devais retenir quelques-unes de mes œuvres, quelques-uns de ces nombreux livres que j'ai écrits, ce seraient lesquels, etc. Donc je m'amuse à faire le programme de mes œuvres choisies, tel qu'il pourra être édité dans quelques décennies. Voilà. Oui, le plus tard possible. En attendant, il y a cette vie extraordinaire, Ma vie extraordinaire chez Gallimard, qui est un livre joyeux et passionnant. Merci de l'avoir écrit, Benoît Duterte, et continuez comme ça. Merci beaucoup, Jacques Pessis, de m'avoir reçu. Avec joie, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.